On va passer directement à Lionel. Parce que là, jusqu'à présent, on était vraiment fort dans le numérique. On était en ligne, on était sur l'automatisation, on était sur tous ces sujets. Mais finalement, j'ai aussi le sentiment que la transition numérique, elle ne se passe pas si on n'a pas des humains derrière qui sont motivés à faire cette transition. Et du coup, ça a aussi un impact sur les clients, qui sont aussi des humains. Et finalement, on se rend compte ici déjà avec les interventions, c'est qu'on se retrouve face à de nombreuses choses à changer dans les entreprises. Alors, toi, Lionel, tu accompagnes les entreprises dans cette transition, dans les changements culturels que ça implique aussi en interne. Comment est-ce que ça se passe en général ? Comment est-ce qu'on réagit quand on doit comme ça aller de l'avant vers une période de changement et de grande transition ? Je le disais tout à l'heure, moi ce qui me fascine dans cette transition numérique, c'est le bordel que ça génère et donc les multitudes de réactions possibles. Alors effectivement, face à la question comment ça se passe dans les entreprises, ça va des entreprises qui sont finalement assez sereines, assez optimistes, assez joyeuses, où la transition numérique, comme n'importe quel changement, est une aventure en tant que telle, et elle a l'ADN pour pouvoir gérer les difficultés de cette manière-là. Et puis de l'autre côté, à l'extrême, on a les entreprises qui sont paniquées, paralysées, paniquées, la tête dans le seau, en espérant que ça passe, ou en ne savant pas tout simplement quoi en faire. Et donc ceux-là, par exemple, ils viennent chez vous en se disant, on sait qu'on doit faire cette transition, mais on ne sait pas par où commencer. Déjà, ceux qui viennent avec la question, on sait qu'on doit faire la transition et on va se prendre en main, même si on ne sait pas encore comment faire, j'aurais envie de dire, elles sont au milieu, celles-là. Ah oui, okay. Après, il y a la plupart du temps, celles qui ne veulent pas voir la transition, elles consultent personne et à terme, elles vont finir par mourir, ça c'est assez clair. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de te dire, tiens, mais qu'est-ce qui fait que ça marche quand ça marche ? Qu'est-ce qui fait que pour une entreprise, ça va vraiment bien se passer ? Oui. Elles ont tout un point commun, c'est tout simplement qu'elles ont une culture dans l'entreprise qui est déjà fortement ouverte, qui est déjà fortement participative et qui est en même temps fortement agile. Alors, que je m'explique bien... Ça, c'est pas trop le cas des bureaux d'avocats, par exemple. Alors, j'en connais pas beaucoup, donc c'est vous qui allez me le dire. Mais alors... vous me dites si je me trompe, hein, mais moi, j'ai quand même l'impression que voilà, quand on est un avocat, on est indépendant, déjà. Mais du coup, on se réunit en cabinet, mais aussi par... je vais dire par opportunité de matière, mais c'est vraiment un challenge pour les bureaux d'avocats d'avoir une culture qui est comme ça partagée par tout le monde et qui est, il y en a qui y arrivent très bien, mais c'est déjà très compliqué aussi. Alors, c'est une dimension, le fait d'avoir une culture forte, interne, cohérente, inclusive avec l'ensemble des collaborateurs, des partenaires ou autres, c'est que ça doit servir quelque chose. On ne va pas se dire, tiens, on va se faire une culture très sympa. C'est qu'au final, on a envie d'accomplir un but et que le fait d'accomplir ce but va générer de la valeur pour tout le monde. Et donc, il y a un intérêt collectif à se dire, tiens, on va se rassembler pour produire de la valeur ensemble. Ce qui est très intéressant, c'est le fait de faire une équipe et d'affronter les problèmes en équipe. Alors, je vais lâcher un vilain mot, hein, intelligence collective, c'est comment résoudre les problèmes en intelligence collective. Mais pourquoi faire de l'intelligence collective pour résoudre ce genre de problème ? Tout simplement, c'est que j'imagine, alors je me trompe peut-être, donc je vais faire des hypothèses, hein, mais un avocat, j'imagine, c'est quelqu'un qui est très compétent dans son domaine, qui est extrêmement expert, et on va le consulter parce que les gens ont des problèmes qui sont très compliqués. Et parce qu'il faut connaître les lois, il faut connaître les situations, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et donc, au final, par rapport à la complication, le côté compliqué du problème, il faut quelqu'un qui soit très expert. C'est la même chose qu'on demande à des médecins, à des scientifiques, à des profs d'université. Donc, c'est résoudre des problèmes très compliqués. Le fait est, c'est que face à des changements type transition numérique, c'est pas quelque chose de compliqué. Il y a des experts, on sait comment faire, il y a des références. Par contre, c'est quelque chose de très complexe. C'est très complexe, pourquoi ? Parce que ça impacte notre business model, ça impacte la valeur qu'on produit, ça impacte la manière dont on va s'organiser, ça impacte notre relation entre collaborateurs, ça impacte notre relation avec les clients, ça impacte notre relation avec les fournisseurs. On en parlait tout à l'heure, on peut créer avec les fournisseurs. Il faut penser absolument tout. Et puis le fait d'avoir des bonnes idées, ensuite il faut les mettre en œuvre. Et là, c'est aussi complexe. Il y a tout de suite moins de monde sur le pont. Face à la complexité, on n'a trouvé aucun cerveau au monde qui a la capacité neurocognitive de pouvoir résoudre des problèmes aussi complexes. On a besoin que plusieurs personnes soient ensemble pour résoudre ces problèmes. Et du coup, avoir ces personnes autour de la table, c'est une chose. Savoir les faire fonctionner ensemble, c'en est une autre. Et donc, comment est-ce qu'on fait fonctionner tous ces cerveaux ensemble, malgré leur expertise différente ?
pour ensemble résoudre un problème complexe. Et comme tu le disais, il faut qu'il y ait un projet commun et la volonté d'avancer ensemble vers ce projet commun. Et du coup, pour un bureau d'avocat, est-ce que tu penses que c'est possible d'avancer avec une certaine partie de l'équipe, ou il faut vraiment que tout le monde s'implique dans cette transition? Parce que ça peut aussi bloquer, parce qu'on peut se dire, ok, moi j'ai conscience qu'il faut avancer, etc., j'ai envie d'aller de l'avant, mais qui est aussi plein de choses dans le cabinet qui font que tout le monde n'est pas prêt à avancer au même moment. Ou est-ce qu'on peut avancer avec une partie de l'équipe, ou est-ce qu'il faut vraiment avoir d'abord un accord de principe de tout le monde pour se dire, ok, on sait pas encore vers quoi on va, on ne sait pas comment, mais l'intention déjà c'est d'y aller. C'est ça. Alors là, j'aurais envie de dire, ça va dépendre de la taille. Les petites structures, les grandes structures, j'aurais dit, quand je dis grandes structures, c'est au-delà de 15-20 personnes, donc c'est pas encore colossal non plus. La structure atteint un tel niveau de complexité, probablement parce que les gens sont répartis par service ou département ou unité. On pourrait imaginer, c'est pas souhaitable évidemment, mais on pourrait imaginer que des unités progressent vers ce type de changement et pas le reste de l'entreprise, en espérant que les autres suivent à un moment donné. Ceux qui veulent avancer, j'aurais envie de dire, doivent pouvoir avancer, quitte à servir d'inspiration pour les autres. Un petit projet pilote. Un projet pilote, un prototype. Par contre, dans les structures qui sont plus petites, là c'est très clair que ça engage moins de personnes, mais du coup c'est plus pratique si tout le monde avance dans cette transition en même temps. L'effort. Alors répartir l'effort, mais surtout pour éviter qu'il y ait du sabotage qui se produit entre ceux qui avancent et ceux qui ne se sentent pas concernés, ou qui reculent, ou qui freinent, ou qui ne comprennent pas. Comme un élastique qui tire des deux côtés. Qui tire dans les deux sens. Ouais. Alors quand je dis que quand on a une petite équipe, mieux vaut faire en sorte que tout le monde soit dans le bateau, ça c'est vrai. Maintenant, tout le monde dans le bateau, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va s'engager dans la transition de la même manière, et ça ne veut pas dire non plus que les gens vont avancer au même rythme. Donc le fait de mettre tout le monde à bord, c'est le fait par exemple d'écouter tout le monde, d'écouter les frustrations aussi, ça fait partie de la transition, d'écouter les idées, parce qu'une bonne idée pourrait émerger de n'importe où, de n'importe qui, c'est d'expliquer à tout le monde, c'est de proposer à tout le monde de faire partie du projet, sans pour autant que tout le monde ait envie de se dire moi je vais m'y engager 24h24, et quelqu'un d'autre pourrait dire moi je vais peut-être m'y engager 1 heure par mois, et ça va être très bien aussi. Donc tout le monde à bord, c'est bien, mais accepter que dans le trajet, les gens vont avoir des rythmes différents. Ok. Et du coup, parce que ça, c'est aussi une grande question dans les cabinets d'avocats, mais il y a un peu, par moment, et surtout actuellement, un fossé entre... il y a un peu un clash de génération parfois, et on peut avoir des décideurs qui sont peut-être d'une autre génération, sans jugement négatif de quelque manière que ce soit, mais il y a ce gap entre les décideurs qui sont peut-être d'une certaine génération et puis les jeunes qui sont, comme Jean-Christophe le disait, pour nous, le numérique, c'est hyper naturel. Je ne veux pas dire, on n'est pas encore de ceux qui sont nés avec un smartphone dans la main, mais ceux-là, ils sont en train d'arriver aussi. Mais donc, en tant que jeunes, dans les cabinets, on n'a pas spécialement de pouvoir de décision. Et forcément, l'expérience je vais pas dire des anciens, mais quand on a 20 ans de barreau, on a plus d'expérience que quelqu'un qui est stagiaire, forcément. Mais du coup, c'est utile d'avoir cette expérience et ce recul et ce regard-là. Mais par contre, c'est aussi intéressant d'avoir peut-être l'apport des jeunes par rapport au numérique. Mais du coup, est-ce que le travail en équipe doit inclure ces différences-là? Comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde travaille ensemble et aussi dans le respect de ce que chacun peut amener d'unique dans ce type de projet? Alors, le phénomène, c'est que le fait d'intégrer un jeune, j'aurais envie de dire, c'est pas différent d'intégrer n'importe quelle spécificité ou diversité dans une organisation. Le fait de se dire, tiens, on va intégrer un jeune parce qu'il va avoir une compétence qu'on n'a pas, ou un regard sur le monde qu'on n'a pas, ou un paradigme ou une manière de penser qu'on n'a pas, indépendamment de la technologie. La transition numérique, c'est aussi une autre manière de penser, tout simplement. Et donc, on va recruter, par exemple, des jeunes, mais si effectivement on les recrute, mais on les considère comme étant des gens qui n'ont aucune valeur maintenant pour l'entreprise parce qu'ils doivent apprendre le métier, en l'occurrence, c'était pas la peine. Par contre, c'est de se dire, non, on le recrute. Alors oui, ok, il a aucune expérience dans le métier, c'est pour ça qu'il nous rejoint, c'est pour apprendre, ça c'est très bien, mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas de valeur pour l'entreprise, c'est pas pour autant qu'il n'a pas de valeur pour le cabinet, tout simplement parce qu'il va pouvoir nous amener son regard, son expérience, son point de vue pour nous mieux comprendre notre marché, l'évolution sociologique, etc. Et donc du coup, effectivement, comme tu le dis, il faut pouvoir les intégrer, mais il faut pouvoir leur donner une place dans laquelle on reconnaît leurs valeurs et leurs apports, et pouvoir faire fonctionner différentes personnes qui ont différents apports, différentes valeurs,
ensemble pour co-créer ensemble l'évolution du cabinet. Et là, effectivement, on touche un point sensible qui est qu'est-ce qui est nécessaire au sein d'une équipe pour pouvoir permettre à chacun de co-créer indépendamment de leur niveau d'expertise de manière plus équivalente. Et du coup, est-ce qu'il y a des outils pour faire ça? Est-ce qu'il y a des... Je sais aussi dans le milieu des startups, on parle des canevas et enfin voilà, on met des canevas sur le mur et puis on prend des post-it et on co-crée un peu comme ça. Mais est-ce qu'il y a des méthodes, je ne vais pas dire toutes faites, mais des méthodes qu'on peut utiliser, qui sont utilisées dans d'autres types d'entreprises pour justement avancer dans cette co-création, dans ce travail? Alors, il y a énormément de méthodes pour faire ça, mais alors, juste pour compléter ce que je disais avant, c'est ces outils sont utiles à partir du moment donné qu'il y a une prise de conscience au sein, alors n'importe quelle entreprise, mais j'aurais envie de dire du cabinet, c'est que qu'est-ce qui fait que les jeunes, la plupart du temps, ne sont pas intégrés? Qu'est-ce qui fait que la plupart du temps, on a du mal à créer en équipe? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas forcément hyper bien le participatif? C'est lié... La plupart du temps, je ne sais pas si ça existe dans votre profession, vous allez me le dire, c'est la notion des égos. Je ne sais pas si... L'ego. L'ego de l'avocat. Les Lego, EGO, c'est valable dans les 3 langues dans le pays, c'est assez pratique. Oui. Et alors, c'est la notion d'ego. Alors souvent, soi-même, on trouve que notre ego est plutôt raisonnable, mais c'est l'ego du voisin ou du collaborateur qui est quand même vachement embêtant. Et donc, l'ego, il est extrêmement utile parce qu'il nous positionne, il nous permet de nous affirmer, d'être experts dans notre domaine, d'avoir de l'énergie. Mais c'est très bien pour résoudre des problèmes compliqués. Moi, je sais, je suis l'expert, moi, je sais. Mais pour résoudre des problèmes complexes, il est extrêmement perturbant parce qu'il empêche chacun de s'exprimer. Il suffit qu'il y ait des égos plus forts que d'autres, et il y en a certains qu'on n'entend jamais alors qu'ils avaient peut-être une bonne idée. Et donc c'est celui qui arrive en réunion en voulant imposer son point de vue, il veut convaincre les autres que son point de vue est le meilleur. D'ailleurs, dans convaincre, il y a vaincre. Et puis ça empêche les autres de s'exprimer. Alors des fois, je ne sais pas si ça arrive, il y en a 2 comme ça dans une réunion qui ont 2 gros égos et qui ont des points de vue différents. Alors, le point de départ, c'est supprimer l'ego. Alors supprimer, non, parce qu'on en a besoin, mais par contre, c'est le canaliser. Et c'est là la plupart des outils nécessaires quand on va vouloir faire de la participation, de l'intelligence collective, l'évolution culturelle au sein d'une organisation pour aller vers quelque chose de plus participatif et agile, c'est d'abord de commencer par canaliser les égos forts. Et aussi de faire émerger les égos qui ont tendance à moins se positionner. Et pour ça, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a plein d'outils. Un truc tout bête, essayez ça la prochaine fois que vous faites une réunion d'équipe. Si vous faites des réunions d'équipe, d'ailleurs si vous ne faites pas des réunions d'équipe, il va falloir commencer à faire des réunions d'équipe, eh bien au moment où vous donnez la parole à tout le monde, c'est bien d'utiliser par exemple un outil très simple qui est le mode circulaire. C'est bête, c'est méchant, ça marche avec des enfants de 4 ans, et ça marche extrêmement bien dans des conseils d'administration de grandes entreprises et des comités de direction aussi. C'est tout simplement d'offrir la parole à chacun dans un certain ordre où chacun a toute la liberté de pouvoir exprimer son point de vue en espérant ne pas être jugé. Ça, c'est une phase première. Ce qu'on est en train de faire maintenant, en fait. Absolument. Et alors, il y a d'autres outils qui sont... Alors, il y a plein d'outils, des processus de co-création, comment avoir des gens très intelligents autour de la table et les mettre en réunion autour de la table. Ça n'a pas fait une réunion efficace. Il va falloir pouvoir créer de l'intelligence avec toutes ces personnes autour de la table. Il y a des petits process de créativité. Il y a des process de prise de décision aussi. Comment est-ce qu'on peut prendre des décisions ensemble en restant efficace? Et alors, s'il y a un outil que j'aime vraiment bien, c'est très, très simple, c'est l'outil de la rétrospective. Alors, la rétrospective, c'est tous les mois, par exemple, ou tous les trimestres, vous rassemblez l'équipe, vous rassemblez le staff, et vous posez en équipe, en utilisant le mode circulaire, 3 questions. Qu'est-ce qui a bien marché dans notre manière de fonctionner, nos outils, nos relations, nos processus, nos méthodes, nos attitudes, bref, dans notre manière de fonctionner ensemble, qu'est-ce qui marche bien et qu'il faut absolument continuer de faire? Deuxième question, vous la voyez venir, qu'est-ce qui marche moins bien? Et donc, qu'est-ce qui a été contre-productif ces 2 derniers mois? Et puis, dernière question, quelles seraient vos idées de choses simples, rapides à mettre en œuvre, mais qui pourraient améliorer notre fonctionnement en tant qu'équipe pour produire plus de valeur en tant qu'équipe? Et vous faites ça de manière régulière, tous les 2-3 mois. C'est un chouette moment à vivre en tant qu'équipe. L'équipe apprend à se parler, à partager, à proposer à tout le monde de proposer des idées et mûrit petit à petit. Et une chose pour clôturer ça, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est que pourquoi pour les équipes qui fonctionnent de manière très participative de cette manière-là, la transition numérique, finalement, c'est pas si compliqué que ça, tout simplement parce que ces gens-là ont appris à résoudre des problèmes ensemble, des problèmes complexes. Et donc, ils gèrent plein de problèmes complexes ensemble. Et la transition numérique, c'est qu'un problème de plus. Mais ils savent comment fonctionner ensemble pour gérer ces problèmes complexes. Et ces équipes ont compris qu'à travers la transition numérique,
Finalement, ce n'est pas la transition numérique qui est importante en tant que telle, c'est le fait que ça invite les collaborateurs à innover, donc à créer plus de valeur et de la valeur différente sur le marché. Mais ça a permis à l'organisation de réfléchir aussi sur le fait qu'il faut s'améliorer de manière continue. Tu disais tout à l'heure, le marketing, on ne paye pas une fois et puis c'est réglé. Non, non, c'est quelque chose de continu parce que les choses changent continuellement. Et ben, c'est la même chose dans la participation. Une équipe a compris qu'elle va évoluer de manière continue.